voudrais en tout premier lieu remercier les organisateurs pour l'invitation, en particulier les universités Javeriana et de Lima, ou encore le Centre de Mémoire de la Paz et de la Réconciliation, ou encore l'ambassade de France. Je ne peux pas les citer tous, je vais plus m'en excuser. Je voudrais dire surtout que c'est un honneur pour moi de vous présenter la première conférence de ce colloque international. Et au passage, je remercie vivement le comité scientifique de me laisser le faire en français. Et malheureusement, je ne parle pas l'espagnol et j'espère malgré tout que je pourrai suivre vos échanges. Merci. J'en suis d'autant plus heureux et d'autant plus intéressé d'être ici aujourd'hui que, vu de loin, je ne connais pas du tout la situation colombienne. C'est en effet un pays dont la situation historique récente et les quelques propos que je viens d'entendre à l'instant me le confirment, semble se prêter particulièrement à une réflexion sur la manière dont les nations sortent plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, plus ou moins affectées d'un cycle de violence politique et essayent de concevoir un avenir meilleur par les voies de la justice, de la mémoire et de l'histoire. Et le cas original, je crois, de la Colombie par rapport à la situation qu'on a pu connaître en Europe à d'autres moments, c'est que ces trois questions sont intimement liées alors que le conflit n'est pas terminé. Et ça, c'est, je crois, une des particularités qui la distingue de situations comparables en Europe. La justice, c'est bien sûr d'abord la reconnaissance des crimes qui ont pu être commis et le jugement des coupables. Je parle là de manière très générale. C'est aussi la reconnaissance des victimes et la nécessité de réparer autant que faire se peut les souffrances et dommages qu'elles ont subis. Il y a d'ailleurs, à mon sens, une évolution assez significative de la justice dite de transition entre l'attention qui a été portée à l'origine principalement aux criminels, je pense notamment à l'héritage de Nuremberg, et celle qui se préoccupe depuis quelque temps, depuis 20, 30, depuis 10 ou les 20 dernières années, disons, qui se préoccupe beaucoup plus aujourd'hui du sort des victimes. La mémoire, qui est un terme polysémique, qui d'ailleurs commence à poser beaucoup de problèmes en sciences sociales par la difficulté d'utiliser de manière précise et conceptuelle, c'est ici la nécessité ou la volonté d'affirmer que ces souffrances doivent être mises au jour, expliquées, inscrites dans des lieux, dans des monuments, dans des mémoriaux, qu'il faut collecter le plus rapidement possible et en grand nombre des témoignages afin qu'il subsiste des traces de ces événements dans les représentations collectives dans la mémoire nationale. C'est d'autant plus nécessaire, cette mémoire est d'autant plus nécessaire et ces politiques de mémoire peuvent être d'autant plus nécessaires si la justice n'a pas pu s'exercer, ce qui a été le cas dans de nombreuses situations historiques en Europe, ou après que la justice est passée. En effet, la fonction mémorielle de la justice s'exerce sur une courte durée, au contraire, par exemple, d'une commémoration qui peut devenir un rendez-vous national régulier et solennel. C'est un point sur lequel j'insiste parce que les registres de la justice et de la mémoire sont à la fois proches et différents. La justice de transition est devenue, ou a probablement toujours été, même sans le savoir, un vecteur de mémoire majeur, notamment par la parole qui a été offerte aux victimes et par la parole qui a été aussi offerte aux accusés, on l'oublie souvent, qui sont des témoins essentiels, quand bien même leur crédibilité est très sujette à caution. Les procès, par exemple, de l'après-guerre, sur lesquels je vais revenir rapidement, le procès Nuremberg et le procès Eichmann, ont été d'une certaine manière les premiers récits cohérents de la crise, ou de la guerre civile, ou du génocide qui venait de se dérouler. En sens inverse, des actions collectives se mettent souvent en place pour se substituer à une justice défaillante ou une justice qui n'a pas encore été mise en place, pour mettre en accusation au moins symbolique des criminels restés dans l'impunité ou obliger les pouvoirs publics à agir en justice. Mais juger et se souvenir sont deux choses différentes par leurs modalités et leurs objectifs. Elles sont même parfois antinomiques. Par exemple, la condamnation d'un criminel de guerre
signifie pour une cour de justice, de manière assez banale, une clôture du dossier. C'est-à-dire qu'au moment, à partir de l'instant où un criminel sera jugé et condamné, le dossier ne pourra plus servir de support à un discours de type mémoriel. Alors que si l'on veut entretenir le souvenir du crime, il faudra bien entendu se placer dans un autre registre, voire maintenir ce dossier ouvert pour un temps qui reste évidemment à déterminer. J'insiste sur ce point parce qu'en France, par exemple, ce conflit entre une justice qui clôt un dossier, qui le ferme par définition, et des actions collectives de mémoire qui, au contraire, veulent le rouvrir, a été un élément moteur des problèmes de mémoire, que ce soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays. Enfin, l'histoire, c'est-à-dire la production de narrations plurielles et fiables sur le passé, j'insiste bien sur le terme pluriel et fiable, est elle aussi un élément crucial de tout processus de sortie de guerre, de guerre civile ou de dictature. Il est devenu presque évident aujourd'hui que dans ce type de situation, il faille au plus vite jeter les bases d'une historiographie scientifique, consensuelle ou non, qu'il faille recueillir de manière systématique les archives nécessaires, souvent avant qu'elles ne soient détruites, collecter le plus grand nombre de témoignages et surtout qu'il faille très vite se préoccuper de la transmission de cette histoire auprès des jeunes générations et en tout premier lieu à l'école. Mais là encore, l'histoire des historiens ou d'autres disciplines, je n'ai aucun impérialisme corporatiste sur le sujet, l'histoire universitaire, l'histoire savante, est un vecteur de mémoire parmi d'autres. Un livre d'histoire, même majeur, peut s'avérer infiniment moins influent qu'une série télévisée médiocre. Il y a un exemple très connu dans l'histoire européenne, la série américaine Holocaust, qui a été diffusée en Allemagne à partir de 1978 et en France en 1979, a eu un impact 1000 fois plus considérable qu'au même moment la découverte d'un des grands livres majeurs sur l'histoire de l'Holocauste, qui était le livre de Raoul Lippmann. L'histoire académique n'a donc plus le privilège, si tant est qu'elle n'ait jamais eu, qu'elle pouvait avoir dans le passé. Il n'en reste pas moins, et là aussi c'est une forme de contradiction, l'histoire académique a perdu son monopole, et c'est très bien. En même temps, cette histoire académique, scientifique, encore une fois, qu'elle soit faite par des historiens, des politistes ou des sociologues, peu importe, est malgré tout très souvent sollicitée à titre d'expertise, alors que sa manière de concevoir l'étude du passé peut entrer en conflit, soit avec les pratiques juridiques ou judiciaires, soit avec les discours et les pratiques politiques. C'est un point, ce conflit entre la façon dont les universitaires, les scientifiques, les savants peuvent écrire l'histoire et la façon dont une cour de justice ou un politicien ou une association de défense des droits de l'homme, par exemple, peuvent s'emparer d'un même événement, va créer des conflits. Et ces conflits ont été un point qui a beaucoup agité l'espace public européen, notamment en France et en Allemagne, ces dernières années. Ces trois processus, justice, mémoire et histoire, qui mobilisent différents acteurs sociaux, magistrats, avocats, militants, universitaires, journalistes, et bien sûr victimes et témoins, sont donc devenus progressivement des éléments essentiels des processus de transition entre la guerre et la paix, entre la dictature et la démocratie, essentiellement depuis la Première Guerre mondiale, et encore plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elles se sont développées, de mon point de vue, un peu partout depuis la fin de la guerre froide. Je ne vous apprends rien, bien sûr, en disant cela, mais c'est une manière d'insister sur la dimension contingente de ces processus, de les inscrire dans une historicité, d'éviter de les considérer comme des modalités historiquement naturelles parce qu'elles nous paraissent à nous aujourd'hui moralement justifiées. Juger le plus vite possible les responsables politiques ou militaires de crimes de masse relève d'une nécessité morale pour un humaniste du XXIe siècle, mais il y a encore quelques décennies, c'était considéré comme une complète utopie. Et cela reste, vous le savez mieux que moi, encore très largement une tâche particulièrement ardue. Le poids considérable compris dans l'espace public européen notamment, la notion française de devoir de mémoire, la nécessité de se confronter au passé,
to deal or to cope with the past, selon la formule anglaise. Voir cette idée qu'il faille maîtriser le passé, comme le suggère la notion allemande de Vergangenheitsbewältigung, littéralement la maîtrise du passé, signale un changement profond de mon point de vue dans le régime d'historicité des sociétés modernes. Ça veut dire quoi? Pour le dire plus simplement, dans nos sociétés aujourd'hui, le passé n'est plus un héritage sans testament, pour reprendre la célèbre formule de René Char. Il n'est plus une terre étrangère, pour citer une autre formule célèbre, The past is a foreign country. Il est devenu, depuis 2 ou 3 décennies, un lieu, une matière sur laquelle les hommes et femmes du présent peuvent et même considèrent qu'ils doivent agir, rétroagir pour un monde meilleur. C'est-à-dire, c'est à mon sens l'une des idées essentielles sur lesquelles je voudrais insister aujourd'hui, l'un des changements profonds des sociétés modernes par rapport au passé, c'est que le passé n'est plus simplement une matière qu'on étudie comme une sorte, enfin, comme un héritage qui nous est transmis et que nous allons faire fructifier. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons agir. Et donc c'est quelque chose de vivant. Et donc c'est quelque chose qui évolue et même a un futur. Dans nos sociétés, le passé a un futur. La façon dont nous allons concevoir l'interprétation, par exemple, d'une guerre ou d'une guerre civile, nous avons, je dis nous, tout le monde a parfaitement compris aujourd'hui à quel point c'était quelque chose qui ne relevait pas seulement de l'analyse savante, voire de la commémoration, ça relève aussi de la politique, ça relève aussi de l'action. Nos sociétés ont pris l'habitude d'agir sur le passé. Et ça, je pense, en tous les cas, je le livre à la discussion, c'est une des grandes nouveautés culturelles, philosophiques, intellectuelles, on peut le dire comme on le veut, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Et même si je voulais être un tout petit peu provocateur, légèrement, c'est un retournement des choses, au fond, assez logique. Dans son célèbre ouvrage 1989, qui a été publié en 1949, donc après la Seconde Guerre mondiale, George Orwell expliquait que changer le passé était le propre des sociétés totalitaires. Or aujourd'hui, réparer le passé, ce qui est d'une certaine manière aussi le changer, c'est exactement le contraire. C'est devenu un marqueur de la démocratie et d'une nouvelle conception des droits humains. Et là, on est quand même, je pense, dans un changement majeur. Et avant de parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe, de façon très générale, je voudrais dire à quel point, enfin je ne suis pas le seul à le faire bien sûr, il est frappant de constater que depuis quelques décennies, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les modalités par lesquelles les nations vivent les transitions dites démocratiques, ou les sorties de guerre et de guerre civile, ont tendance à se ressembler de plus en plus, à se standardiser. D'où, je pense, l'intérêt d'un colloque comparatif comme celui d'aujourd'hui. En Colombie, en France ou en Corée du Sud, pour prendre 3 cas complètement hétérogènes l'un à l'autre, ont été par exemple mises en place des commissions d'expertise historique pour évaluer ici le bilan de la violencia, des faits relativement récents, en même temps des faits qui durent, relativement récents, anciens, mais qui sont encore en train de se produire. En France, de telles commissions ont été d'abord mises en place pour évaluer le rôle de l'État dans la déportation des Juifs un demi-siècle après la Seconde Guerre mondiale, et même ce genre de commission est devenu une forme assez banale de régulation du passé. La dernière commission en date a remis son rapport il y a 3 jours en France. Elle concerne la question des fusillés de la Première Guerre mondiale. Et donc cette modalité qui consiste à confier de manière officielle à des historiens, un groupe d'historiens, la nécessité d'établir une vérité sur le passé, est entrée dans les mœurs, non pas politiques, mais dans les mœurs de la gouvernance, on peut dire. Et là aussi, il y a quand même une grande nouveauté. Mais enfin, je cite le cas de la Corée du Sud, parce qu'il se trouve que j'avais été invité à un colloque très comparable à celui-ci il y a quelques années. Et bien là aussi, on a mis en place une commission d'historiens pour évaluer, même pour dresser les listes de ceux qui avaient collaboré avec l'envahisseur japonais à partir de 1931. Et donc,
partout dans le monde, on assiste, j'ai pris l'exemple des commissions d'experts historiques, mais on pourrait prendre d'autres exemples, il y a une forme qui reste à interroger, de mondialisation de ces manières de gérer le passé, quels que soient les contextes historiques, politiques ou culturels. C'est ça, je pense, l'idée originale. Alors, d'une part, il y a cette forme de standardisation dans la manière de gérer le passé, et en même temps, et c'est là-dessus que je vais aussi insister, on assiste à un changement plus profond dans la conception traditionnelle du temps, puisque ces processus de mémoire, ces processus qui consistent à considérer que les événements du passé, même les plus reculés, même parfois datant de plusieurs siècles, sont des matières sur lesquelles notre présent, nos politiques d'aujourd'hui peuvent agir. Et donc, en faisant ça, en disant par exemple qu'on peut réparer les crimes de l'esclavage, qu'on peut réparer la traite du XVIe ou du XVIIe siècle, par exemple, comme une loi le dit en France, ça veut dire que la distance traditionnelle qui prévalait encore jusqu'au XIXe et au début du XXe siècle entre le passé et le présent est en train de changer. Le passé passe différemment et parfois même il ne passe plus. Et là, je pense qu'on est encore une fois dans un régime d'historicité relativement nouveau. Alors, aujourd'hui, en fonction de ce que les organisateurs souhaitaient, je voudrais insister un peu plus longuement, de manière assez générale bien sûr, sur les séquelles longues du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste en Europe, domaine sur lequel je travaille depuis longtemps. Observé d'un point de vue européen, l'évolution que je viens de décrire tout à l'heure résulte pour partie des séquelles de l'après 1945. Je sais bien que, vu d'Amérique du Sud, la question de la Seconde Guerre mondiale, l'interprétation qu'on peut faire de la Seconde Guerre mondiale ne sera pas la même. Par ailleurs, je n'ignore pas que bien d'autres facteurs structurels entrent en ligne de compte pour expliquer cette évolution, que ce soit les rapports entre l'État et les sociétés civiles, le développement de nouvelles formes d'action collective un peu partout dans le monde, l'internationalisation et la médiatisation des problèmes publics, ou encore l'émergence de formes de justice internationale. Je n'oublie pas ces évolutions politiques générales, mais je voudrais me concentrer ici sur la dimension que je considère, c'est le défaut de tout chercheur de considérer que son sujet est évidemment au cœur des préoccupations de tout le monde. Je voudrais insister sur une hypothèse que j'ai développée à plusieurs reprises, à savoir le caractère matriciel de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Cette sortie s'est faite dans un processus de moyenne durée, en tout cas qui dépasse de très loin l'immédiate après-guerre et s'étale sur plusieurs décennies, puisqu'on peut dire que même aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme la France, l'Allemagne et même d'autres pays européens, ce qui relève de dossiers ayant trait à la Seconde Guerre mondiale ne sont pas clos. Dossiers judiciaires, dossiers juridiques, dossiers de dommages, de guerre, etc. Le problème n'est pas clos, alors que nous sommes déjà à près de 70 ans après la fin de la guerre. Je voudrais aujourd'hui, rapidement, vous décrire trois étapes, sans entrer dans tous les détails. De mon sens, il y a une première étape qui va de la fin de la guerre de 1945 aux années 60. C'est une période qui suit immédiatement le conflit et qui est marquée par la prise de conscience relativement progressive du bilan humain et matériel d'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité, puisque nous sommes quelque part entre 50 et 60 millions de morts en quelques années. C'est à ce moment-là qu'on découvre aussi l'ampleur et la nature des processus génocidaires qui ont été mis en place par les nazis, au premier rang desquels, bien sûr, le génocide des Juifs européens, mais pas seulement, puisque la Seconde Guerre mondiale a vu un nombre très important de massacres de masse à des échelles jusque-là quasiment inconnues dans l'histoire. Les prisonniers de guerre soviétiques, plusieurs millions, les populations polonaises, je ne vais pas entrer dans le détail. Et donc cette prise de conscience qu'on est face à des crimes politiques, des crimes de guerre, des crimes commis par un système politique d'une ampleur inusitée dans l'histoire, va se caractériser par plusieurs éléments. Il y a bien sûr, vous le savez, la mise en place des premiers tribunaux internationaux, avec Nuremberg et Tokyo.
Mais on oublie aussi parfois les accords internationaux qui ont permis la création de Nuremberg ont très vivement encouragé la mise en place de juridictions nationales pour des raisons à la fois pratiques et pour des raisons politiques. Pourquoi je rappelle ce petit détail, si on peut dire? Parce qu'on considère aujourd'hui que tout processus de justice internationale vient du paradigme de Nuremberg, comme si, ce qu'on appelle le paradigme de Nuremberg, c'est-à-dire le fait que les Alliés décidaient de juger les criminels de guerre, nazis, italiens, japonais. Bon. Mais en même temps, ces accords et les Alliés étaient parfaitement conscients des problèmes de souveraineté qui allaient se poser avec l'émergence de cette première forme de justice internationale. Et dans une sorte de sagesse pragmatique, si on peut dire, ils font la guerre. Ils ont divisé le travail en deux. Enfin, je rappelle les choses qui sont très connues. Ils ont dit, pour les très grands criminels de guerre, pour lesquels il est impossible de déterminer où ils ont commis leurs crimes, eh bien, on va créer un tribunal international. Mais pour tous les autres, la très grande majorité, ce seront bien des tribunaux nationaux qui vont les juger. Je dis ça parce que, vu avec la lumière de ce qui s'est passé depuis 10, 20 ans, notamment en Amérique du Sud, je pense notamment au cas de Pinochet au Chili, l'idée que le maréchal Pétain en France, maréchal Pétain, qui était le chef de l'État, de la dictature qui a été installée au moment de l'occupation allemande, puisse être jugé par une juridiction internationale, était tout simplement impensable. Impensable moralement, impensable politiquement, impensable en termes de souveraineté. C'est-à-dire que, même si on a Nuremberg, la notion de souveraineté, enfin vous le savez, nous le savons tous, puisque l'histoire l'a montré par la suite, ne s'est pas envolée comme par enchantement. Et ce problème entre est-ce que la justice nationale ou la justice nationale est quel est des deux le meilleur moyen de juger les criminels, c'est un problème qui, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas résolu. Deuxième grand élément de l'après-guerre, là j'étais du côté de la justice, il y a bien sûr la volonté de célébrer l'héroïsme des résistants, de commémorer les actions remarquables contre l'occupant nazi, dans la logique traditionnelle, surtout par exemple un pays comme la France, du patriotisme ou encore celle de la tradition antifasciste de l'entre-deux-guerres. Donc partout en Europe vont se mettre en place des romans nationaux, pour reprendre une expression française, célébrant cette résistance et minorant les responsabilités propres à chaque pays, notamment dans l'extermination des Juifs qui a été un des problèmes majeurs. Dans ce roman national, dans ces romans nationaux, seuls les Allemands, seuls les nazis sont coupables, leurs complices, français, belges, ukrainiens, hongrois, n'étaient qu'une poignée de misérables, pour reprendre l'expression du général de Gaulle à propos des collaborateurs français. Ces mythologies d'après-guerre ont été parfois élaborées jusqu'au déni, comme en France notamment, mais aussi comme en Allemagne, de l'idée que, par exemple, la dictature qui s'est installée en juin 1940 en France ait pu avoir quelque chose que ce soit avec des traditions idéologiques françaises. Pendant très longtemps, la façon dont le régime de Vichy en France était expliqué était, en gros, c'était un régime fantoche, et puis c'était une parenthèse de l'histoire. Les racines proprement françaises de ce régime ont été quelque part déniées. Et ce phénomène s'est produit un peu partout, même d'ailleurs, même jusqu'en Allemagne, où il y avait une façon d'interpréter l'histoire du nazisme qui faisait des nazis une sorte de composant totalement hétérogène à l'histoire profonde de l'Allemagne. Là, on est véritablement à cette époque-là dans une sorte de déni qui est un déni fondamentalement politique, qui est une des conditions de la reconstruction. Parce que la réconciliation, c'est une chose, mais la réconciliation ne suffit pas. Il y a la nécessité de produire des récits qui vont être acceptables pour la majorité des peuples qui viennent de subir des traumatismes majeurs. Or, dire dès 1945, par exemple, en France, que la collaboration, par exemple, n'était pas un phénomène minoritaire, mais a concerné l'ensemble de la société française, était presque insupportable à faire accepter, de surcroît par un pouvoir politique, le pouvoir du général de Gaulle, qui recherche une nouvelle légitimité. Je parle de ceci parce que je pense que c'est un des problèmes majeurs qui se posent à chaque fois, au moins en ce qui concerne l'écriture de l'histoire, dans une situation de cette idée. Et il y a
Troisièmement, et assez rapidement, durant cette première phase, une volonté très nette, politiquement déclarée, affirmée, de tourner la page au plus vite pour se consacrer à la reconstruction du pays. C'est vrai partout en Europe. Je dirais vraiment partout. Je citerai un résistant allemand au nazisme qui a eu ce mot que je continue de citer parce qu'il fait vraiment réfléchir pour ce que c'est un phénomène de justice transitionnelle. Il parlait de l'épuration. L'épuration en France ou la dénazification en Allemagne. Et il disait, une bonne épuration, je cite, une bonne épuration doit être sanglante mais brève. C'est un mot terrible. C'est un mot terrible. Une bonne épuration doit être sanglante mais brève. Alors c'est une métaphore, plus ou moins, mais ça veut dire qu'il doit y avoir dans une épuration ou dans un processus de transition, il doit y avoir, c'est son propos à lui, une part de violence réactionnelle, une part de violence qui sera du côté peut-être de la vengeance, qui va venger des crimes qui ont été commis auparavant. Mais même si un pouvoir politique, c'est ce qui s'est passé par exemple dans certains pays européens, va laisser se déployer cette violence, elle ne peut être que brève, et même très brève, parce que sinon on entre dans un cycle de violence contre violence, etc. Or, si on regarde la situation historiquement de l'Europe après la guerre, si les épurations nationales ou encore la dénazification en Allemagne furent en effet plus ou moins brèves, elles ne furent pas sanglantes partout. Je vous donnerai juste un exemple. On a exécuté en France légalement, je ne parle pas des exécutions sommaires, 3 fois plus de collaborateurs, environ 1500, que dans la zone occidentale de l'Allemagne pour les nazis. 500. On a exécuté 3 fois plus de collaborateurs en France qu'on a exécuté de nazis dans la partie occidentale de l'Allemagne. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la situation de la violence qui est propre à la France de la libération à ce moment-là n'est pas simplement liée à la guerre, elle est liée aussi à un certain nombre de considérations politiques. Le pouvoir politique de l'époque a laissé, plus ou moins volontairement, plus ou moins le contrôlant, s'épanouir ce que j'appelle une forme de violence réactionnelle, pour ne pas dire de vengeance, une forme de violence réactionnelle. On pouvait être exécuté à la libération avec quasiment rien dans le dossier. Alors que la dénazification a été contrôlée par un processus infiniment plus élaboré qui mettait en scène, pour la zone occidentale, les 3 années. Et donc on a ce type de situation. Et en même temps, ça explique pourquoi l'idée qu'il fallait tourner la page plus vite a été à l'ordre du jour pratiquement partout dès la fin des années 40. En France, les premières lois d'amnistie, c'est entre 1949 et 1951. Et surtout, c'est là-dessus que j'aimerais insister, l'idée qu'après une crise pareille, l'amnistie est la solution indispensable était considérée comme la chose naturelle, était considérée comme quelque chose qui ne pouvait même pas être remis en question. L'idée qu'il y ait une loi d'amnistie après des faits de guerre civile, après des faits de collaboration avec l'ennemi, après des faits de trahison, était quelque chose de parfaitement naturel. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, la notion même d'amnistie politique, au sortir par exemple d'une dictature, est considérée comme tout simplement inacceptable, insupportable. Là aussi, il y a un saut qualitatif entre ce qui était le modèle culturel dominant, une sortie de guerre dans les années 40-50, et ceux qui sont aujourd'hui en train d'être mis en place. La notion d'oubli est devenue négative. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais la notion d'oubli était considérée comme fondamentalement positive, encore au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans des pays qui avaient une très longue tradition de violence politique et de violence de guerre. Parce que l'Europe a une très très longue tradition de violence. Alors avec le recul, et là je parle à la fois comme historien comme citoyen, on peut dire que cette phase a été évidemment très positive parce qu'elle a vu notamment surgir des innovations majeures, le tribunal militaire international, qui est en effet l'une des bases
d'une justice pénale internationale, mais on peut dire aussi que toutes les procédures judiciaires, ou même toutes les procédures de mémoire qui ont été mises en place en Europe, notamment en Europe occidentale à ce moment-là, quelque part ont échoué dans leurs objectifs. Pourquoi? Parce que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, tous ces dossiers vont être rouverts. On va considérer que la justice est mal passée, qu'il faut qu'elle repasse une nouvelle fois. On va considérer que ce qui a été commémoré n'était pas ce qu'il fallait commémorer. Et donc on va revoir les politiques de commémoration. Donc, vu avec le recul, la façon dont les contemporains de l'après-guerre envisageaient de sortir de ce qu'avait été cette immense catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on peut dire qu'ils ont échoué. Surtout, ils ne pouvaient pas prévoir, c'est ça l'idée essentielle, que cette catastrophe même allait changer la manière de considérer le temps, allait changer la manière de considérer le passé, et allait faire de la mémoire un élément central de société contemporaine. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement invisible pour les contemporains de l'époque. Alors, rapidement, ma deuxième phase, c'est une phase qui va des années 1960 aux années 1980. C'est une phase de retour de mémoire, de remémoration, le terme a été cité tout à l'heure, d'anamnèse. On va revoir, réviser le passé. 15 ans après Nuremberg, la justice va entrer de nouveau en scène, y compris lorsque certains accusés avaient déjà été jugés dans l'après-guerre. Ou alors elle va entrer en scène là où la justice n'était pas passive. C'est le cas par exemple du procès Eichmann en 1961, qui est une date importante parce que c'est le premier procès d'un criminel contre l'humanité où la notion de crime contre l'humanité sera centrale dans le procès. En fait, c'est le premier procès d'un génocide. Véritablement, de mon point de vue, le procès Eichmann est le premier procès qui prend en compte la manière de juger un génocide de 6 millions de personnes. C'est le cas également avec l'affaire Klaus Barbie en France. Le cas de Klaus Barbie est intéressant. Klaus Barbie a été condamné par la justice française, par contumace, en 1947. Il a été condamné pour crime de guerre. Et la raison essentielle pour laquelle on l'avait condamné, c'est qu'il était le responsable de la mort de Jean Moulin. Jean Moulin, qui était le chef de la résistance française. Et donc, la justice française, en soi-disant, a essayé d'obtenir son extradition pendant plusieurs décennies, et bizarrement, elle n'y est pas arrivée. Bon. Mais, ce qui est important, c'est, lorsqu'elle va y parvenir, en 1983, essentiellement à cause du changement politique, Klaus Barbie va être extradé en France. Mais à ce moment-là, on va donc rouvrir le dossier de 1947. Mais cette fois, on va l'ouvrir sur d'autres bases. Comme disent les juristes, on va requalifier les faits. Et cette fois, on ne va pas le juger pour des crimes commis contre les chefs de la résistance, on va le juger parce qu'il avait, en 1944, déporté 44 enfants juifs. Ce simple changement, pour des raisons judiciaires, on va dire, va complètement transformer la perspective qu'on aura de la période de la guerre, puisque le procès Barbie sera un des grands procès français, et donc, au lieu de se centrer sur la résistance, il va se centrer sur la question du génocide. Et la question du procès Barbie est intéressante, puisque tous les autres procès qui auront lieu en France dans les années 90 vont laisser complètement de côté les crimes qui ont pu être commis contre d'autres catégories pour se centrer exclusivement sur les crimes commis contre les Juifs, et notamment sur la responsabilité du gouvernement français. D'une manière générale, puisque je ne vais pas entrer dans les détails, on assiste à une réouverture des procès en France, à une réouverture des procès en Allemagne. En Allemagne, par exemple, le parquet spécial qui monte des dossiers contre les criminels nazis, n'a pas terminé sa tâche. Il y a encore des dossiers de criminels nazis qui sont susceptibles, si les gens sont encore vivants, d'être portés devant la justice allemande. Eh bien, ce que j'ai appelé cette seconde épuration est en partie contemporaine de la chute du mur de Berlin. Et donc de processus de transition démocratique qui se sont déroulés par ailleurs
par ailleurs un peu partout dans le monde, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. Et elle présente à la fois ce qui s'est passé en Europe, qui est une forme d'anamnèse, et ce qui s'est passé dans d'autres parties du monde, qui sont des nouvelles formes de transition, hein, ce sont deux choses différentes. Dans un cas, on rouvre un dossier, dans l'autre, on est face à la chute de dictature ou la fin de systèmes politiques qui vont engendrer des situations de transition. Les deux sont contemporaines. C'est ça, enfin, en tant qu'historien, ça m'intéresse comme idée. Les deux sont contemporaines. Est-ce qu'elles ont un rapport l'une avec l'autre? Je n'en sais rien. Je le suppose. Comment? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je mets le doigt sur cette contemporanéité. En tout cas, et j'en reviens à l'une des idées de mon introduction, elles ont des points communs. En tous les cas, en Europe, la rouverture des dossiers est centrée sur la question de l'Holocauste. Et ça veut dire quoi, fondamentalement? Ça veut dire qu'elle est centrée sur les massacres commis pendant la guerre sur des victimes innocentes, sur des civils. La question des massacres commis contre les combattants, la question des massacres commis contre des prisonniers de guerre, par exemple, qui sont d'une autre nature, sont relativement évacuées des débats publics. Comment dire, l'attention s'est portée des crimes de guerre vers les crimes contre les combattants, des crimes vers les civils. Et là, évidemment, il y a un rapport avec ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Partout, il y a une mise en scène, ce n'est pas un terme péjoratif, une mise en valeur des témoins et des survivants. C'était le cœur du procès Eichmann, c'était le cœur du procès Barbie. Les cours de justice, qu'elles soient d'ailleurs nationales ou internationales, là en l'occurrence il s'agit de cours nationales, devenant des lieux où s'élaborent des récits contradictoires sur l'histoire, sur le passé. Je prendrai juste un exemple que je connais très bien. Le second grand procès français pour crime contre l'humanité a été fait contre un ancien fonctionnaire français, haut fonctionnaire, Maurice Papon, qui était un des responsables d'une préfecture sous l'occupation. Il a été accusé de crime contre l'humanité, il a été accusé d'avoir aidé à la déportation des Juifs, et par la suite a fait une carrière politique, etc. etc. Or, cet homme qui était très différent d'un Klaus Barbie, qui était un policier SS, s'est défendu pendant son procès. Il a expliqué ce qu'il a voulu faire. Et lorsqu'on observe en détail ce procès, on a pratiquement, avec le discours de l'accusé, la seule défense intelligente du régime de Vichy faite ces 20 dernières années. Aucun historien, disons, d'extrême droite ou révisionniste ou favorable aux idées de Vichy n'aurait pu faire un récit aussi cohérent que celui fait par l'accusé lui-même devant la cour pour se défendre. De la même manière, et ça Hannah Arendt n'avait pas vu de mon point de vue, Eichmann a été un très grand accusé. Quand je dis un très grand accusé, c'est que le procès Eichmann a été le procès des victimes, c'est un des premiers procès où on met en scène les victimes, mais en même temps la parole de l'accusé a été un élément crucial pour comprendre la logique interne du nazisme. Ce qui veut dire que dans ces procès, quelles que soient leurs imperfections, ce qui est important de mon point de vue aujourd'hui, ce n'est pas simplement qu'elles veulent juger, punir les coupables ou réhabiliter les victimes, c'est qu'elles offrent une tribune pour écrire des récits contradictoires sur le passé. Contradictoires faisant référence à la justice. Les universitaires, on me l'a dit un jour, une fois, dans un colloque à Bulle de Sistrin, bien sûr, vous discutez entre vous, mais vous ne savez pas ce que c'est que le contradictoire. Et c'est une phrase qui m'a énormément fait réfléchir. Bien sûr, nous pouvons être en désaccord, mais la justice a pour fonction d'organiser les discours contradictoires, y compris ceux qui sont insupportables, à savoir les discours, évidemment, du criminel. C'est ça qui fait son intérêt. C'est ça qui fait d'ailleurs sa noblesse. Alors, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais juste prendre un exemple sur lequel j'ai un peu travaillé pour expliquer cette évolution qui se passe dans les années 60-80. C'est le cas d'un couple très célèbre, Beat et Serge Kersfeld, qui sont présentés toujours comme des chasseurs de nazis, qui est une formule, au fond, assez réductrice. C'est beaucoup plus intéressant que cela lorsqu'on regarde dans le détail.
Ça commence dans les années 60. Beate Klarsfeld est une jeune femme allemande, révoltée par la présence d'anciens nazis au pouvoir. Preuve évidente que la dénazification n'a pas fonctionné et que l'amnistie, au contraire, a très bien marché. Elle va commettre un geste qu'on connu dans le monde entier, elle va gifler le chancelier Kissinger de l'époque en le traitant de sale nazi, et à partir de là va créer un effet de scandale, lequel effet de scandale, compte tenu d'une sensibilisation qui commence à monter à l'époque, va de manière progressive peser sur les pouvoirs publics, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays, et donc par ce geste et par toute une série d'autres actions, qui sont des actions collectives, qui sont des actions, bon, je ne dirais pas violentes, mais qui mettent en scène une forme de réaction violente à cette injustice qu'est la présence d'anciens nazis, ils vont créer un problème public qui jusque-là n'existait pas sous cette forme en Europe. On va peu à peu, je dis on, de toutes les parts de la société, considérer que la liquidation du nazisme a été mal faite. Et que puisqu'elle a été mal faite, eh bien il faut la refaire. Et alors ce couple va s'engager à ce moment-là dans des actions qui sont, à mon avis, très emblématiques de ce qui nous réunit aujourd'hui, parce qu'à eux seuls, ils les font tout en même temps. Ils vont s'engager dans une action de type judiciaire, traquer les criminels pour les amener devant la justice. Ils vont le faire avec des nazis allemands, ils vont le faire avec des criminels français, et ils vont réussir. Dans le même temps, ils vont entreprendre une énorme entreprise de mémoire, qui est Serge Klarsfeld qui va le faire, pour la première fois établir la liste nominative de toutes les victimes juives déportées en France, qui aujourd'hui constitue l'essentiel du mémorial de la Shoah à Paris. Et dans une troisième forme d'action qui est parallèle, les trois se font en même temps, la justice, la mémoire et l'histoire. Ils vont entreprendre de rédiger des ouvrages d'histoire. Et des ouvrages qui sont, ma foi, même si Serge Klarsfeld n'est pas vraiment un universitaire, des ouvrages de référence. À eux seuls, ils symbolisent cette idée qu'une action de mémoire, une action de justice au sens institutionnel du terme, et une action d'écriture de l'histoire peuvent aller de pair. Je pense que c'est des situations que vous pouvez connaître si on connaît. Et enfin, troisième étape, je ne sais pas comme il me reste, je vais prendre encore 5-10 minutes. Troisième étape, depuis les années 90, on a assisté là encore à des évolutions assez imprévisibles il y a encore 20 ou 30 ans. D'abord, la question de la mémoire s'est totalement européanisée. C'est-à-dire que ce qui avait beaucoup préoccupé d'abord les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Italie, préoccupe désormais l'ensemble de l'Europe, y compris l'Europe de l'Est. Là, je ne vous apprends rien, avec cette difficulté que les pays de l'ancien bloc communiste, qui jusque-là n'avaient pas eu à se poser la question des responsabilités de leur propre pays dans les complicités avec l'Allemagne, vont devoir réouvrir le dossier après 1989. Et ils vont devoir le rouvrir au moment même où la transition entre le système communiste et des systèmes démocratiques est en train de se faire. Vous en avez un exemple qui date d'il y a 8 jours. Il y a 8 jours, le ministre des Affaires étrangères hongrois a pris la parole pour s'excuser du rôle des Hongrois, des citoyens hongrois, dans la déportation des Juifs en 1944. Un des grands tabous de l'histoire hongroise, au moins jusqu'à ces dernières années. Autre élément assez intéressant, ce qu'on a appelé, d'un terme que je n'aime pas beaucoup, mais je n'en ai pas d'autre faute de mieux, l'américanisation de la mémoire de l'Holocauste. La question de l'Holocauste, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, est devenue un problème intéressant, non seulement des associations américaines, mais aussi l'État fédéral américain. L'État fédéral américain, en particulier par exemple le Trésor américain, ont joué un rôle considérable dans la réouverture des dossiers de dommages et réparations des biens juifs spoliés. Et parmi les principales, entre guillemets, victimes de ces actions qui ont été menées en conjonction avec le Trésor américain et des associations de victimes,
Eh bien, il y a la Suisse, en premier lieu, rappelez-vous, il y a la Suède, il y a la France, puisque c'est à la suite de ces actions que la France a entrepris de façon assez systématique de réévaluer tous les dommages spoliés envers les Juifs durant l'occupation. Et c'est là où je m'arrêterai peut-être pour terminer sur le cas français que je connais le mieux. C'est là où on voit que le maître mot qui domine pour des faits qui remontent aujourd'hui à 70 ans et qui sont, contrairement à ce que vous vivez en Colombie, des faits dont on va dire terminés sur le plan historique. L'occupation est terminée, l'antisémitisme existe mais n'a absolument rien à voir avec ce qu'a été la politique de Vichy contre les Juifs. Les Allemands sont rentrés chez eux et on est réconciliés, c'est l'une des meilleures années du monde. Mais le problème reste encore en place d'un point de vue politique, moral et culturel. Et ce problème se définit de mon point de vue par un seul mot, le mot réparation. L'idée qu'on va réparer l'histoire. Je vais vous en donner 4 exemples pour terminer, alors, qui sont pris dans l'histoire récente de la France et qui sont pour certains assez connus. Le premier, c'est en 1994 est célébré ce que j'appellerais la première commémoration négative de l'histoire de France. C'est la célébration de la rafle du Veldiv, qui a été la plus grande rafle de Juifs en France, à Paris, sous l'occupation. Ce que j'appelle une commémoration négative, c'est la première fois qu'en France, on décide de faire une journée nationale, une célébration, pour une faute commise par la nation. En général, une commémoration, c'est soit commémorer des faits emblématiques. La victoire du 11 novembre 1918, c'est la victoire contre l'Allemagne, bien sûr. Ou pour célébrer des crimes commis par d'autres. Mais c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on va établir une commémoration officielle commémorant des crimes commis par l'État français. L'année suivante, le président Jacques Chirac va prononcer un de ses premiers grands discours, justement au moment de cette commémoration, et que va-t-il dire? Il va s'excuser au nom de la France, pas simplement au nom de l'État, ce qui a suscité beaucoup de discussions, il va s'excuser au nom de la France pour les crimes commis par l'État français envers les Juifs. En faisant ça, il ne fait rien d'original. Les politiques d'excuses existent depuis longtemps. Dans le registre, l'un des premiers, c'est bien sûr Willy Brandt, en 1970, s'agenouillant devant le monument aux morts des victimes du ghetto de Varsovie. Mais le geste de Jacques Chirac, évidemment, va avoir un retentissement important et va initier plutôt une nouvelle conception que l'on a en France de cette période. On est là dans le registre de la réparation que je qualifierais de symbolique, c'est-à-dire la parole qui réconforte. La parole ne ressuscite pas les morts, mais la parole réconforte. Réconforte les survivants, surtout à ce niveau de responsabilité. C'est le chef de l'État qui parle. Ce n'est pas un ministre. Ensuite, il y a eu une réparation financière. Je n'entrerai pas dans le détail. À la suite des pressions internationales, la France a mis en place tout un processus d'indemnisation financière sur les biens juifs spoliés. Il y a eu une réparation judiciaire, avec les procès. Je reviens juste un instant sur le procès Papon. L'idée qu'un haut fonctionnaire de la période de Vichy puisse être jugé 60 ans après les faits, alors que ce monsieur a eu une carrière administrative et politique extrêmement brillante, et puisse être ainsi traîné devant une cour d'assises pour des faits commis 50 ans auparavant, était tout simplement impensable dans les années 80. J'ai commencé à travailler sur cette période en 1975, et j'ai écrit mes premiers ouvrages dans les années 80. L'idée qu'on pouvait rouvrir un tel procès en France paraissait quelque chose de simplement, même pas utopique, absurde. Or, ça s'est fait par toute une série de processus, comme ça s'est fait ailleurs dans le monde, et l'une des conclusions, pour moi, l'un des effets qui peuvent intéresser la discussion générale, c'est que ça manifeste quelque part une forme d'affaiblissement d'une certaine conception de l'État. En France, par exemple, prévalait depuis toujours la grande tradition de la raison d'État. La raison d'État implique
où suppose qu'on va clore des dossiers, on va voter des lois d'amnistie, etc., etc. Aujourd'hui, je ne dis pas que le principe de la raison d'État a disparu, loin de là, mais ce principe de la raison d'État peut être contrebalancé par des formes de revendication qui étaient tout simplement inaudibles il y a encore quelques années. Et puis, et c'est une des conséquences de tout ce que je viens de dire, il y a eu aussi une réparation juridique. C'est quelque chose qui est très peu connu, y compris en France. C'est-à-dire que, par des décisions qui sont liées à tous ces dossiers, au procès, aux réparations financières, on a peu à peu changé en France la définition officielle de la dictature vichiste. C'est-à-dire qu'on a changé une interprétation qui prévalait jusque-là, notamment sur un plan juridique, et on en a proposé une autre. Je vais le résumer très brièvement. En 1944, le général de Gaulle, reprenant en main le gouvernement français, proclame que la République n'a jamais cessé d'être. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre 40 et 44 n'existe pas. Ça a été déclaré juridiquement comme une autorité de facto, une autorité de fait, sans aucun fondement, ni légal, ni a fortiori légitime. Chose qui a été contestée par les historiens depuis 30 ou 40 ans. Et donc, le régime de Vichy ayant trahi la France, c'était la conception de l'après-guerre, alors il était hors de question que la République puisse prendre à son compte les dommages causés par ce régime. Et donc toutes les demandes de réparation, toutes les demandes d'excuses, toutes les demandes de commémoration faites jusqu'au début des années 90 ont été rejetées. Le général de Gaulle n'y a même jamais songé, et François Mitterrand, par exemple, qui a été directement interpellé pour modifier, pour prononcer des paroles allant dans le sens d'une réconciliation, justement, eh bien, a toujours refusé avec cette idée. La République française n'est pas comptable des crimes de Vichy. Eh bien, avec tous les processus que je viens de décrire rapidement, au moins pour la France, cette interprétation officielle, quasi constitutionnelle, a été totalement renversée. En 2000, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative française, déclarait par exemple que, dans le cas de Maurice Papon, une partie des dommages civils qu'il devait payer à ses victimes devait être prise en charge par l'État. Pourquoi? Parce que Maurice Papon était un fonctionnaire. En faisant cela, c'était une brèche considérable qui était ouverte, puisque pour la première fois, une juridiction française reconnaissait la responsabilité non éteinte, toujours en cours, de l'État vis-à-vis de crimes qui avaient été commis par un régime qui avait lui-même abattu la République. Et c'est pourquoi j'insiste sur ce cas, parce qu'il me paraît extrêmement intéressant. D'un point de vue moral, humanitaire, je dirais presque du point de vue du bon sens, dans une sortie de guerre, dans une sortie de dictature, qui va payer les victimes, sinon le pouvoir démocratique qui se met en place? Ce n'est évidemment pas les dictateurs déchus qu'on va traîner éventuellement devant des tribunaux qui vont dédommager les victimes. Donc, les seuls qui peuvent par définition entrer dans un processus de réparation, c'est le système démocratique, en tous les cas le système qui suit la dictature qui a été abattue. Dans le cas de la France et dans le cas de l'Europe en général, ça posait des problèmes énormes. Parce que, et ça l'a posé peut-être aussi dans le cas du Chili, par exemple, puisque la dictature a bien abattu le gouvernement démocratique d'Allende. Donc ça pose un problème politique, et c'est là où on voit un renversement. D'un côté, lorsqu'on dit la démocratie n'a pas à prendre en compte des crimes de la dictature, c'est une conception très traditionnelle de l'État. C'est la conception qui veut que, eh bien, puisqu'il n'y a pas de lien entre les deux, c'est la raison d'État qui va prévaloir. Et ma foi, la seule solution, c'est l'oubli pour pouvoir reconstruire. Aujourd'hui, cette solution-là est de plus en plus considérée comme impossible. Et même dans des pays qui ont réglé des problèmes qui sont vieux de 70 ans et qui ne menacent en rien la cohésion nationale. La France n'est pas menacée en ce moment par d'anciens collaborateurs. Elle est menacée peut-être par l'extrême droite, mais certainement pas par d'anciens collaborateurs. Et pourtant, on a considéré que ce point de vue-là devrait prévaloir. Ça veut dire, pour aller beaucoup plus loin à la question de l'histoire, on a assisté et on assiste à un changement profond du rapport de force entre, on peut prendre des exemples faciles, société civile et État.
Et dans un pays comme la France, où l'État est relativement fort par tradition, ça me paraît quelque chose de fondamental. Alors j'aimerais conclure, j'ai peut-être un peu long, je ne sais pas. J'aimerais conclure en reprenant mes 3 points du départ, la justice, l'histoire et la mémoire. Rapidement, on a bien assisté ces 50 ou 60 dernières années à une évolution considérable du rôle de la justice. D'abord, partout, y compris dans des pays où c'était parfaitement étranger aux traditions juridiques, s'est installée la notion d'imprescriptibilité. Les crimes ne peuvent pas être, certains crimes ne peuvent pas être prescrits, en particulier les crimes contre l'humanité. Donc nous sommes, d'une certaine manière, et ça intéresse l'historien que je suis, très loin de la philosophie des Lumières qui avait fait de l'histoire, c'est-à-dire la postérité non divine, un tribunal intègre et terrible, pour citer le mot de d'Alembert. D'Alembert disait de l'histoire, c'est un tribunal intègre et terrible. Pourquoi intègre et terrible? Parce que c'est le tribunal de la postérité. Pour le dire en termes plus simples, l'histoire jugera. Mais aujourd'hui, ce tribunal intègre et terrible des Lumières s'incarne dans des avec de vrais problèmes de conflits juridiques, politiques, etc. Et là encore, on est face à une évolution importante. On a aussi une nouvelle fonction de la justice nationale et la justice internationale. Il y a 15 jours, j'étais dans un colloque à Lugano où Carla Del Ponte, procureur notamment du tribunal de la Haye pour la Yougoslavie, déclarait plus ou moins à propos de la Syrie, je cite, « On ne discute pas avec les criminels ». Phrase qui m'a interpellé parce que, quand même, et là on est dans la tradition de la réconciliation. Avec qui discute-t-on sinon avec l'ennemi? Ça tombe sous le sens. Simplement en disant cela, elle savait très bien ce qu'elle disait, on ne discute pas avec les criminels, signifiait que dès lors que, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on criminalise l'adversaire, qu'on fait de l'adversaire un criminel, que ce soit devant une juridiction nationale ou devant une juridiction internationale. À partir de là, le problème se complique, parce qu'il faut concevoir deux logiques, que vous connaissez, à mon avis, dans le cadre de la Colombie bien mieux que moi. Il faut concevoir une logique politique de réconciliation qui va mettre l'accent sur une part d'oubli des crimes, et de l'autre côté, il faut concevoir une politique qui, au contraire, va mettre au jour l'ensemble des crimes. Comment concevoir les deux? C'est bien le problème. Et ce problème, l'historien que je suis le dit, est né avec la déclaration des Alliés en 1942, lorsqu'ils ont dit « les crimes nazis seront jugés devant des tribunaux ». Lorsque les Alliés ont dit en 1942 « les nazis sont des criminels », la conséquence, c'est que la guerre ne pouvait se terminer que d'une seule manière, l'écrasement complet et total des nazis. En disant cela, oui, les Alliés avaient dit « nous ne discuterons jamais avec les nazis ». Et ils n'ont pas discuté. Ils ont écrasé l'Allemagne. Mais c'est un cas quasi unique depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas de situation historique où un tel cas de figure peut se représenter. Donc la négociation, y compris avec les criminels, est absolument indispensable. Deuxième évolution majeure, c'est sur l'histoire. Bon, là, je pourrais parler des heures, je vais être très bref. On assiste depuis, en grande partie, à cause de ces phénomènes de transition, à une évolution de l'histoire. L'histoire est devenue de plus en plus un bien public. Je ne vous apprends rien. Elle n'est plus le monopole de l'État. Elle est portée par différents acteurs, que ce soit les témoins, les associations, etc. etc. En même temps, une grande question, alors même que le discours sur le passé devient pluriel, qu'on va accorder, et à juste titre, autant d'attention à une déclaration d'une victime qu'à un ouvrage savant écrit par un historien, pourquoi ce besoin, malgré tout, d'avoir des commissions d'experts où la notion d'expertise universitaire, où en gros la science, le label scientifique, continue à avoir une telle importance. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on assiste à un déploiement des discours pluriels sur le passé, qui correspond à l'évolution d'une société, il y a quelque part une crainte, c'est moi qui l'interprète ainsi, d'une sorte de perte de légitimité. Et donc, malgré tout, spontanément, lorsqu'un pouvoir a besoin d'avoir la lumière sur tel ou tel fait, eh bien, il va se tourner vers la science, entre guillemets.
Alors bien sûr, dans les commissions, il y aura aussi des témoins, des associations, mais la question de la légitimité de la parole scientifique n'a pas complètement disparu. Du moins, c'est une question que je livre à votre réflexion. Et enfin, je voudrais dire sur la mémoire que clairement la mémoire est devenue aujourd'hui dans la plupart des sociétés modernes une sorte de nouvel impératif catégorique. Hein, la question de la mémoire, au sens où j'ai entendu dans cet exposé, devient une évidence au même titre que la réparation des droits, la justice, etc. Il faut commémorer, il faut éviter l'oubli, il faut inscrire les crimes, le nom des victimes dans des lieux pour l'éternité. D'une certaine manière, pour l'éternité. Pourtant, il y a quelques écueils, je n'en cite que quelques-uns. La mémoire, traditionnellement, dans les conflits, c'était aussi le moteur des conflits. Le souvenir permanent des crimes ou des actes commis dans le passé a été très souvent le moteur des guerres. Les deux guerres mondiales reposent fondamentalement sur des questions de mémoire, c'est-à-dire sur l'absence d'oubli des différends entre les protagonistes. Et donc il y a un problème. Que faire du ressentiment? Ressentiment qui est le plus souvent légitime. Hein? Que faire du ressentiment? Comment canaliser, par exemple, le désir de violence ou le désir de vengeance? Est-ce que toute crise peut se résorber de manière exclusivement pacifique ou démocratique? Deuxième élément, est-ce que la commémoration de la mémoire est-elle un frein pour la remontée des idéologies, par exemple totalitaires? Eh bien, malheureusement, on a un exemple en Europe assez frappant. Plus on a commémoré l'Holocauste, plus on a fait la lumière sur l'extermination des Juifs, eh bien, plus l'antisémitisme a commencé à réapparaître dans la plupart des pays européens. Je citais tout à l'heure, je parlais de la France, je citais tout à l'heure le cas de la Hongrie. D'un côté, on s'excuse pour les crimes commis pendant la guerre, de l'autre côté, l'antisémitisme en Hongrie est devenu une réalité qui n'était pas à ce point-là il y a encore quelques années. Et enfin, je terminerai là-dessus, je pense qu'il y a un conflit intéressant, un conflit délicat, du point de vue d'une commémoration, d'une politique de mémoire, entre ce que j'ai appelé une mémoire négative et une mémoire positive. La mémoire négative, c'est celle qui va inscrire dans la pierre le souvenir des crimes et qui va inscrire pour longtemps le souvenir que le pays, l'État dans lequel on vit, la nation, a été coupable. C'est le sens des réparations qui ont été commises en France. Mais en même temps, peut-on fonder une identité nationale ou internationale pour le futur uniquement sur une mémoire négative? Comment à la fois concilier une mémoire négative qui n'est pas oublieuse des faits avec une mémoire positive qui recrée un sentiment d'appartenance, je ne dirais pas de fierté parce que ça irait peut-être trop loin, mais un sentiment d'appartenance à une même communauté? C'est l'un des problèmes majeurs que traverse aujourd'hui l'Europe. L'Europe s'est fondée essentiellement sur une mémoire négative. Elle s'est fondée sur l'idée, au fond, assez simple: plus jamais la guerre, plus jamais la violence, plus jamais les génocides, plus jamais tout ça. D'abord, ça n'a pas marché, on le sait, pas complètement. Et ensuite, aujourd'hui, c'est un discours qui n'a plus de prise. Il n'y a plus de discours sur le futur en Europe. Il y a encore un discours sur le passé, où la mémoire occupe une place extrêmement importante, mais il n'y a plus de discours sur le futur. Et là, je pense que c'est l'un des grands enjeux d'une sortie de guerre, d'une sortie de dictature. Merci.